bonjour à toutes et tous. Donc, bienvenue à cet événement qui va être, j'en suis certain, extrêmement intéressant et extrêmement riche en discussion, en dialogue, en échange. Donc, c'est quand on mobilise les idées que les solutions les plus innovantes, les plus intéressantes peuvent émerger. Donc, je m'appelle Gabriel Blouin-Genet. Je suis professeur à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Je suis aussi le directeur scientifique du CIDIS, qui est le Centre interdisciplinaire de développement international en santé de cette même université. Et je suis extrêmement content d'être ici aujourd'hui avec vous. Donc, je vais être un modérateur et animateur pour cet événement. Avant qu'on débute officiellement, j'aimerais simplement dire un tout petit mot en ce qui concerne la reconnaissance territoriale de notre activité. Donc, bien que cet événement soit virtuel, la plupart d'entre nous, nous nous trouvons à Tiohtià:ke, ou communément connu sous le nom de Montréal, un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre, d'échange entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Donc, par la présente, on tient évidemment à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau sur lesquelles nous sommes rassemblés aujourd'hui, et les remercier pour leur hospitalité. Évidemment, on invite aussi nos représentants politiques à faire bien plus que simplement reconnaître notre occupation de leur territoire. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a un panel extrêmement intéressant aujourd'hui. Donc, notre panel s'intitule « Mieux vaut prévenir que guérir, la santé publique à l'ère des changements climatiques ». Donc, ça va être extrêmement intéressant. On a trois conférencières, trois panélistes de très haut niveau. Donc, on est extrêmement content de les avoir avec nous aujourd'hui. Je les remercie d'ailleurs parce que je sais que leur temps est bien occupé. Donc, merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps pour participer à cet événement avec nous. Je tiens aussi à dire qu'il y a une équipe de tournage d'Impact TV, je crois avec Mme Pétrin-Desrosiers, mais aussi possiblement, elle risque d'enregistrer certains éléments de Mme Généreux aujourd'hui, de Mélissa Généreux. Donc, c'est simplement pour vous informer de la présence de cette équipe de tournage avec nous aujourd'hui. Donc, je propose qu'on débute dès maintenant avec une présentation de nos panélistes. Donc, j'aimerais ça, si c'est possible, qu'on débute avec peut-être Mélissa Généreux, suivie de Céline Campagna et Claudel Pétrin-Desrosiers. Peut-être vous présenter, vous introduire, et ensuite on va passer un petit mot d'introduction de ma part. Donc, Mélissa, peut-être à toi la parole pour débuter. Oui, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous. Je vais parler aujourd'hui avec un petit mélange de différents chapeaux que je porte, autant professeur à la Faculté de médecine des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, mais aussi médecin conseil à la fois à la santé publique de l'Estrie et à l'INSPQ, et coordonnatrice de l'ancien programme santé au Uranus qui s'appelle maintenant Défi d'adaptation, la priorité, socio-sanitaire, défi socio-sanitaire. Excusez-moi, j'ai tout mêlé les mots, mais bref, c'est avec un petit peu tous ces chapeaux-là que je vais m'adresser à vous tantôt. Merci beaucoup, Mélissa. Céline, peut-être vous présenter. Bonjour tout le monde. Alors, Céline Campagna, je suis la responsable scientifique du programme en changement climatique et santé à l'Institut national de santé publique. Et je suis également professeure associée au département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval et à l'INRS au Terre Environnement. Super, merci beaucoup, Céline. Et maintenant, Claudel. Bonjour tout le monde, je suis Claudel Pétrin-Desrosiers, je suis médecin de famille au CLSC d'Hochelaga-Maisonneuve. Je suis également chargée d'enseignement clinique à l'Université de Montréal au département de médecine familiale et de médecine d'urgence. Et je suis présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, qui est un regroupement principalement de médecins, mais aussi d'autres professionnels de la santé qui sont préoccupés par les enjeux environnementaux et qui touchent la santé. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin aujourd'hui. Super, merci beaucoup, Claudel. Donc, voyons, on a un panel diversifié, mais aussi de très haut niveau aujourd'hui. Donc, on est très content.
Donc, peut-être quelques mots d'introduction de ma part pour amener peut-être cette question du lien entre santé et changement climatique. Ce qui est intéressant, c'est peut-être premièrement de retourner à la définition de ce qu'est la santé, parce que ça nous indique beaucoup de la manière dont vont interagir ces deux éléments, vont interférer finalement ces deux éléments, santé et changement climatique. Donc, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, par exemple. Et on constate avec cette définition, ultimement, que les changements climatiques donc, peuvent interagir ou interférer avec la santé en affectant évidemment des aspects physiologiques, on va en parler aujourd'hui très certainement, mais aussi les conditions sociales, donc par exemple le climat social, les systèmes politiques, les systèmes de santé, mais aussi, ça également on va en parler aujourd'hui, la santé mentale, donc au travers de toute une série d'éléments qui peuvent tourner autour de l'anxiété et du stress. Donc ce qu'on remarque, c'est véritablement la nature, on peut dire écosystémique des perturbations climatiques vont interagir également avec le caractère systémique de la santé. Donc, la santé, elle est produite au travers d'un système qui inclut plusieurs facteurs, plusieurs dimensions. Et c'est donc l'interaction entre ces deux écosystèmes, on peut dire, donc la santé et l'environnement qui vont créer d'importantes conséquences sanitaires, et là à différents niveaux, autant pour les individus, donc l'individu seul et unique, mais aussi les groupes d'individus, donc les populations, mais aussi les systèmes sociaux, les systèmes politiques qui vont soutenir ces populations. Et c'est en ça que c'est intéressant de réfléchir au lien entre santé et changement climatique, parce qu'on voit assez rapidement la diversité et la multidimensionnalité des effets de ces changements climatiques sur la santé, autant on va en discuter aujourd'hui, mais des effets directs, donc d'exposition, par exemple, aux conséquences immédiates des changements climatiques, qu'indirects, donc des conséquences peut-être non immédiates, mais qui vont avoir des impacts très importants sur les populations. On peut penser, par exemple, au mouvement de population, ou aux réfugiés, aux migrations, à la sécurité alimentaire, qui vont finalement ajouter à la complexité de l'adaptation, à la complexité de la résilience face au changement climatique. Et ça va être décuplé, ça va être augmenté par le fait finalement que certaines populations, certains groupes vont être plus susceptibles à ces impacts, vont vivre peut-être plus durement les impacts des changements climatiques sur la santé. On peut penser à des populations qui sont marginalisées, qui sont victimes d'inégalités. On peut penser au statut social, au revenu, à l'âge, au genre. Donc, ils vont rendre encore plus complexe la prise en compte du lien entre santé et changement climatique, et ce qui va faire en sorte aussi que les changements climatiques sont un reproducteur d'inégalités en matière de santé extrêmement important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on considère les changements climatiques comme étant une des menaces les plus importantes à la santé publique, peut-être plus importante qu'une maladie prise individuellement ou une pandémie ou un virus pris individuellement, parce que, en fait, les impacts des changements climatiques sur la santé sont sans équivoque, sont irréversibles, mais sont aussi, comme on le disait tout à l'heure, systémiques. Et c'est ça c'est ce caractère systémique qui est vraiment difficile à prendre en compte, autant au niveau des pouvoirs publics. Donc, ce sont souvent peu investis dans la lutte au changement climatique au travers de l'argument santé, pas absolument pas, mais quand même c'est assez difficile. Et on voit aussi peut-être la même chose, ou on voyait la même chose au niveau des groupes mobilisés pour la lutte au changement climatique. Donc, il y avait une espèce de difficulté dans la stratégie de lutte au changement climatique, c'est-à-dire qu'en mettant l'accent sur, par exemple, la protection de la nature, de l'environnement, de la biodiversité, on en venait à oublier en quelque sorte que c'est aussi de nous dont on parle. Donc, que nous faisons partie de la biodiversité, que nous faisons partie des espèces animales qui sont menacées. Mais donc, dans les dernières années, on a vu progressivement revenir finalement la santé dans les mécanismes de lutte au changement climatique. On peut penser évidemment à la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique, qui inclut l'accord de Paris, qui est considéré comme un accord international de santé publique. Donc, ce n'est pas seulement un accord environnemental, mais c'est vraiment un accord de santé publique au niveau international, peut-être un des plus importants du 21e siècle.
On peut penser aussi à l'implication d'acteurs, disons, de la communauté internationale de la santé mondiale, de la santé internationale, comme l'OMS, qui progressivement ont tenté de développer cette utilisation de la santé comme outil de lutte au changement climatique. Par exemple, en 2018, l'OMS avait publié un rapport très important qui s'intitulait « Santé et changement climatique » dans lequel elle faisait le pari qu'on devrait aujourd'hui parler plus des impacts sur la santé que peut-être d'autres impacts parce que ça peut aider à convaincre des acteurs réfractaires à la lutte au changement climatique parce que ce sont les individus, c'est la vie humaine finalement qui est affectée. Donc, c'est vraiment, on peut dire en quelque sorte, une nouvelle approche qu'on voit apparaître et on l'a vu très, très récemment, donc dans les derniers jours, dans les dernières semaines, avec le dernier rapport de l'OMS qui s'intitule, et là c'est extrêmement intéressant, The Health Argument for Climate Action, donc l'argument santé, l'argument sanitaire pour l'action climatique. Et l'objectif de ce rapport, que je vous invite évidemment à aller lire, c'est de servir en quelque sorte de boîte à outils pour développer, pour utiliser des arguments sanitaires dans la lutte au changement climatique. Et c'est ici que nos conférencières, nos trois panélistes, vont être extrêmement intéressantes puisque leur travail de recherche, d'action, de mobilisation permet précisément de mettre en évidence et de documenter finalement ces arguments sanitaires, ces arguments de santé dans la lutte au changement climatique. Et je vous propose donc qu'on débute dès maintenant avec Mélissa Généreux. Donc, Mélissa, peut-être débuter cette présentation par votre réflexion, vos recherches, vos travaux sur les liens qui existent entre changement climatique et impact sur la santé publique. Oui, bien merci. Et désolée, tantôt, j'ai partagé mon PowerPoint un petit peu trop rapidement. Je croyais que ça allait être mon tour. Je voulais être efficace. Donc, vous allez voir aujourd'hui, c'est quand même un peu une première pour notre groupe qui a travaillé sur la collecte de données qu'on va vous présenter. Donc, vous êtes un peu notre premier public à l'entendre et j'espère que vous ne serez pas non plus le dernier. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu sonder la population vraiment maintenant, là, au Québec, il y a quelques mois à peine, sur les perceptions, les attitudes, les croyances, les perturbations vécues en lien avec les changements climatiques jusqu'à présent. Et quand on a monté notre enquête, c'était vraiment en ayant en tête un peu comme ce que Gabriel disait, que le climat affecte la santé et ça de multiples manières. Donc, évidemment, c'est tentant de tomber dans l'explication un peu plus simpliste, comme quoi les changements climatiques occasionnent plus d'événements extrêmes, ce qui occasionne forcément des impacts sur la santé. Et par événements extrêmes, je me permets aussi d'ajouter tout ce qui est vague de chaleur. Mais à ça, on doit aussi ajouter tous ces effets un petit peu plus sournois qui passent par des modifications progressives au niveau des systèmes naturels, donc des plantes nuisibles comme l'herbe à poux, des insectes nuisibles qui s'installent de plus en plus comme la tique, et évidemment des effets au niveau de nos systèmes économiques, nos systèmes sociaux. Le Gabriel a donné plusieurs bons exemples, et tout ça vient engendrer un impact ou des impacts, devrais-je dire, sur la santé. Et comprenez-moi bien que par santé, je ne parle pas du tout que de la santé physique, mais même beaucoup plus de la santé psychologique ou des impacts psychosociaux en général qui peuvent découler des changements climatiques qui, à mon avis, sont appelés à être même plus importants que les impacts sur la santé physique. Donc, on vous a rassemblé toute cette mine d'or d'informations qu'on a collectées dans les derniers mois en 5 bonnes, et j'ai corrigé, j'avais dit 5 excellentes raisons d'en parler plus, parce que je pense que ce sont d'excellentes raisons, mais par modestie, on s'est dit qu'on allait les qualifier de bonnes. J'espère que vous allez les trouver quand même excellentes. Donc, la première, selon toujours nos données, c'est que les Québécois et Québécoises qui ont été sondés, on parle quand même de plus de 11 000 adultes québécois sondés en juin 2021, les Québécois et Québécoises sondés ressentent d'ores et déjà les effets des changements climatiques. Donc, on peut leur dire que ça va arriver, mais ils sont déjà conscients de ça. On a plus que 6 adultes sur 10 qui, en ce moment, là, nous rapportent, au cours des 5 dernières années, avoir vécu des perturbations liées au changement climatique de tout ordre. Évidemment, un bon nombre d'entre eux ont vécu des événements extrêmes, que ce soit tornades, inondations, feux de forêt, glissements de terrain ou tempêtes de verglas.
Plusieurs rapportent aussi des dommages matériels aux infrastructures, que ce soit au travail ou à la maison, des pertes financières pour certains. Et quand même, plusieurs personnes rapportent avoir déjà développé des problèmes de santé, malaise causé par la chaleur, maladie de Lyme, etc., problèmes respiratoires en lien avec le smog. Donc, c'est déjà reconnu par une bonne proportion de la population. Et un peu comme on devait s'y attendre, malheureusement, nos gens qui sont en situation de plus grande vulnérabilité, on peut entre autres passer aux personnes qui n'ont pas d'emploi, donc un plus faible niveau socio-économique, se disent davantage affectés par les changements climatiques au moment où on se parle. Et ce qui est quand même assez intéressant, même si c'est préoccupant dans nos données, c'est que ces mêmes personnes-là qui disent avoir été affectées préalablement par les changements climatiques sont aujourd'hui plus sujettes à rapporter des symptômes d'anxiété et de dépression que le reste de la population. Donc, par exemple, celles qui disent par le passé avoir déjà eu un trouble de santé lié au changement climatique vont, dans une proportion 60% plus grande que la population générale, rapporter aujourd'hui souffrir de symptômes de dépression majeure. Et chez celles qui ont déjà connu des pertes financières, ben là, on est à 2,5 fois plus de symptômes de dépression majeure que la population générale. Donc, c'est sûr que c'est un énoncé assez vague parce qu'on ne sait pas exactement quand étaient les pertes financières, de quelle ampleur, mais ce qu'on voit, ce que ça laisse suggérer, c'est que non seulement on est affecté sur le plan financier ou des problèmes de santé spécifiques, mais ça laisse des traces, des séquelles au long terme. La deuxième excellente raison de parler davantage du lien entre changement climatique et santé, c'est qu'on est pour la première fois à l'échelle de tout le Québec capable de mesurer le phénomène de l'éco-anxiété et ça, c'est assez épeurant, merci. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'avec une équipe de recherche, là, on est parti d'une mesure qui existait ailleurs dans le monde en anglais, un petit peu plus, avec plus d'items, plus de questions, un petit peu plus lourde. On l'a raccourci à 10 manifestations d'éco-anxiété. Et ce qu'on se rend compte, lorsqu'on pose la question à plus d'11 000 adultes québécois, bien, c'est le quart de la population adulte qui, au cours des 2 dernières semaines, dit avoir ressenti souvent ou toujours au moins une de ces 10 manifestations-là. Donc, déjà, c'est énorme. Et chez les 18-24 ans, ben, on est à la moitié d'entre eux qui disent avoir ressenti au moins une de ces manifestations-là de façon soutenue. Donc ça, c'est en soi très, très parlant. Et autre phénomène que je vais illustrer dans les diapos qui suivent, c'est que lorsqu'on demande aux adultes de tout âge de qualifier un peu à quel point ils se sentent menacés par les changements climatiques et à quel point ils se sentent menacés par la pandémie, c'est fascinant de voir que nos jeunes adultes se sentent beaucoup plus menacés par les changements climatiques que par la pandémie. Et l'inverse, c'est vrai pour nos personnes âgées qui se sentent plus menacées par la pandémie que les changements climatiques. Donc, on voit qu'il y a un petit peu un choc de génération ici. Donc, juste pour rentrer un peu plus dans des détails de données, pour ce qui est des manifestations d'éco-anxiété, évidemment, je ne lirai pas tout avec vous, mais vous avez, si vous êtes curieux un peu de voir là, quelles sont les 10 manifestations, c'est vraiment, avez-vous ressenti, vous êtes-vous senti de la sorte en pensant au changement climatique au cours des 2 dernières semaines? Et vous voyez que peu importe laquelle des 10 manifestations, c'est systématiquement beaucoup plus élevé chez nos 18-24 ans. Et il y a peut-être une qui a retenu un peu plus notre attention. Donc, est-ce que ça m'est arrivé de façon souvent ou toujours au cours des 2 dernières semaines de me sentir inquiet à propos du futur de l'humanité? Et on a quand même 32% des jeunes qui nous disent oui, souvent ou toujours dans les 2 dernières semaines. Donc, est-ce qu'on est vraiment surpris? Est-ce que c'est pas parce que ce sont ceux qui risquent d'en souffrir le plus justement au long terme? Je pense qu'on a un message clair qui nous est passé. Puis ici, ce que je vous disais, le phénomène de menace perçu comme étant élevé, ou très élevé pour soi ou sa famille en lien avec la pandémie ou les changements climatiques est quand même assez éloquent. Donc, vous voyez clairement qu'on a des tendances inverses. Donc, c'est-à-dire que nos jeunes adultes se sentent plus menacés par les changements climatiques et nos adultes âgés se sentent plus menacés par la pandémie. Donc, la troisième très bonne raison, c'est que la lutte au changement climatique, en fait, on dit ça demeure une priorité pour une grande partie des Québécois, Québécoises. On dit ça parce qu'on se questionnait beaucoup à savoir, avec la pandémie, est-ce qu'il ne va pas avoir une fatigue ou une certaine lassitude qui s'installe par rapport
à la lutte aux grands défis mondiaux, peut-être un retour vers l'individualisme. On avait cette crainte-là, mais toujours est-il qu'on a quand même encore à peu près la moitié de la population qui se dit prête à adopter plusieurs, pas quelques-uns, mais plusieurs changements à son mode de vie pour bien lutter contre les changements climatiques. Et cette proportion-là, qui est une grande moyenne, est encore plus élevée chez nos personnes qui, justement, ont déjà vécu de façon plus directement des changements climatiques par le passé, donc sont plus conscients. Ceux qui ont une idéologie politique plus de gauche, ceux qui ont tendance davantage à faire confiance aux différentes formes d'autorité sanitaire gouvernementale et finalement, les personnes qui se disent mieux informées par rapport au changement climatique. Par contre, on remarque un paradoxe qui est un peu inquiétant, qui fait mon lien avec l'éco-anxiété, c'est que ces mêmes personnes-là qui sont davantage informées par rapport au changement climatique sont aussi plus à risque de souffrir d'éco-anxiété. Et ce qu'on pense, c'est que malheureusement, le fait d'être très informé, ça nous lance un message assez fort et préoccupant et anxiogène, à savoir que les problèmes sont là, mais les solutions ne sont peut-être pas suffisamment mises de l'avant par notre gouvernement. Sentiment d'impuissance un peu qui peut être généré de cette réflexion-là. La quatrième raison, les Québécois, en particulier les jeunes, sont conscients du lien entre la santé et les changements climatiques et on pense que ce lien-là a été renforcé de par la pandémie. Donc, la pandémie est venue plus que jamais nous faire prendre conscience que la santé et le bien-être, c'est jamais quelque chose d'acquis et on en a besoin comme société ou comme individu. Et ce que la population nous dit, quand même 57% des adultes sondés disent que il n'est pas possible aujourd'hui de penser lutter contre les changements climatiques sans inclure la dimension santé dans les mesures et les politiques en place. C'est quand même assez, en soi, c'est la raison qui vient justifier tous mes propos. Et la dernière raison, les impacts psychosociaux des changements climatiques ont déjà engendré et vont continuer d'engendrer un fardeau super important qui va inévitablement se répercuter sur toutes les sphères de la société. On a d'autres études par le passé qui ont documenté les impacts des inondations 2019 qui sont venues montrer que chez nos sinistrés des inondations au Québec, c'est quand même 44% d'entre eux qui, un an après, souffraient toujours de stress post-traumatique ou en tout cas du moins de symptômes. C'est majeur. On sait que c'est appelé à aller en augmentant ce type d'événements extrêmes-là. Deuxièmement, la pandémie est venue rajouter une couche de plus au niveau de la santé psychologique. On en parle beaucoup. À peu près un adulte sur 5 au moment où on se parle qui rapporte des symptômes d'anxiété ou de dépression probables. Donc, cette notion-là de cumul de risques de pandémie, d'événements extrêmes, de menaces globales, d'éco-anxiété, tout ça, inévitablement va venir se répercuter, comme je disais, autant au niveau de coûts économiques qui vont en découler que la capacité de notre système de santé à y répondre. Donc, je vous illustre juste avec deux petits tableaux. Le premier étant les résultats en un tableau là, de la santé psychologique de nos sinistrés des inondations de 2019, près d'un an suivant les événements. Et on voit que peu importe la façon dont on l'a mesuré, la santé mentale était systématiquement beaucoup plus affectée chez nos inondés que chez nos gens des mêmes quartiers, mais qui n'avaient pas été affectés directement par les inondations. Et le cumul de risques, qui est comme complètement une nouvelle mesure qu'on est capable de tirer de notre enquête la plus récente, qui montre qu'en temps de pandémie, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'anxiété, dépression, mais on voit que ceux qui, au préalable, avaient déjà été exposés à un événement météo extrême ou même 2 ou plus événements météo extrêmes sont définitivement ceux qui sont le plus susceptibles de réagir de façon plus négative au stress posé par la pandémie. Donc, je termine avec ça. J'espère qu'on a retenu que c'est malheureux, mais il faut être conscient de ça, qu'il y a plusieurs sources un petit peu simultanées qui viennent provoquer de la détresse dans notre population, particulièrement chez nos jeunes, que ce soit le sentiment de menace globale, tous les dommages collatéraux de la pandémie et bien sûr les perturbations causées par les aléas là, directement. Tout ça génère des grandes inégalités sociales, incluant nos jeunes et nos groupes plus défavorisés sur le plan économique. Et tout ça, je pense que fait en sorte, j'espère que je vous ai convaincu qu'on doit absolument positionner encore plus la santé et le bien-être au cœur de la lutte au changement climatique. Et je veux juste quand même terminer pour dire que tout ça, c'était pas une présentation scientifique méthodologique, mais tout ça fait partie d'un projet beaucoup plus grand qui est né d'un partenariat avec Puranos et des chercheurs de plein de disciplines et d'universités. Donc, c'est vraiment chouette là, qu'on a réussi à briser les silos, travailler tout le monde ensemble. Ça a généré des questions peut-être plus originales. Ça nous a obligés de sortir des sentiers battus. Et ça, je pense aussi que c'est un pas dans la bonne direction si on va être capable de mieux lutter contre les changements climatiques.
Merci beaucoup, Mélissa. C'est extrêmement intéressant. Je pense qu'on voit vraiment le caractère multidimensionnel des impacts des changements climatiques sur la santé de manière générale et là spécifiquement sur la santé mentale. C'est extrêmement intéressant. Un bon exemple, je pense, des arguments sanitaires dont on a parlé rapidement en début de présentation. Ce qui m'amène peut-être à passer la parole maintenant à Céline Campagna. Céline, de votre côté, dans vos travaux, dans vos recherches, est-ce que vous avez noté aussi des impacts sur la santé des changements climatiques? Quels sont ces impacts? Donc, on a envie maintenant de vous entendre de votre côté dans vos travaux. Donc, à vous la parole, Céline. Merci. Je vais partager ma présentation. Alors, je vais être davantage dans les chiffres, les impacts plus directs, là, contrairement à Mélissa, là, qui nous a fait un bel exemple des impacts directs et indirects, là, et à long terme surtout, là, des événements extrêmes, puis des effets cumulés aussi, là. Donc, de mon côté, en fait, je me suis inspirée d'études, oui, qu'on a fait, mais aussi de... Ah, excusez, ça ne marche pas ici. OK. Alors, tu sais, j'y vais par quelques grands morceaux là, plus classiques, je dirais, au niveau de la chaleur extrême puis des canicules. Par exemple, ben, au Québec, tu sais, au niveau juste des impacts sanitaires, comme depuis, on mesure davantage depuis 2010, là, la grande vague de chaleur là, de 2010, où qu'il y avait eu presque 200, ben, il y avait eu 280 décès prématurés, près de 3400 hospitalisations supplémentaires. Ça, on calcule ça en excès, en fait, de la mortalité moyenne, en fait, attendue pendant l'été. Après 2010, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mis en place des systèmes de surveillance, des plans chaleur. Alors, il y a, lors de vagues de chaleur, beaucoup d'interventions de santé publique et de sécurité civile sur le terrain, ce qui fait que malgré des vagues de chaleur comme celle de 2018 qui étaient équivalentes en termes de puissance, d'impact à celle de 2010, on a quand même moins de décès. Mais ça reste des décès qui sont évitables. C'est comme ça qu'il faut le voir aussi. En 2018, on avait près de 86 décès prématurés. Et on vient de sortir, ça va sortir bientôt, ce n'est pas encore publié, mais en 2020, donc l'été COVID, où il a fait quand même très chaud, on a mesuré pour l'ensemble des vagues de chaleur qui a eu lieu pendant l'été au Québec, près de 151 décès prématurés. Selon la région, ça va de 16% à 42% d'excès de mortalité, ce qui est quand même énorme compte tenu des plans d'intervention. Donc, on voit que malgré que la santé publique est bien préparée, que les villes sont bien préparées, c'est sûr que les impacts sur les interventions de la COVID ont dû jouer aussi, puis on le voit là, mais il faut continuer à s'améliorer dans nos interventions parce que les décès continuent d'être là puis d'augmenter. En 2021, au Québec, on ne l'a pas encore analysé parce qu'on n'a pas les données nettoyées, je dirais, à l'Institut. Mais juste en Colombie-Britannique, là, la vague de chaleur qui a touché, le dôme de chaleur qui a touché l'Ouest canadien, puis qu'il y a eu près de 50 degrés Celsius juste dans une petite municipalité montagneuse de Colombie-Britannique, à Lytton, le coroner a estimé à près de 570 décès directement liés à la chaleur. Et là, on n'est pas dans les grandes données comme au Québec qu'on calcule. Ça, c'est juste le rapport du coroner, donc des décès là, directement sur place là, liés à la chaleur. Donc, c'est énorme. Là. Fait qu'on peut s'attendre, puis ce qui est exceptionnel aujourd'hui le sera peut-être moins demain. Au Québec, on avait estimé ces coûts-là, les coûts sur le système de santé reliés aux décès puis aux maladies reliées aux vagues de chaleur. Puis ça, c'était en 2015. Là. Fait qu'en 2015, on estimait que pour les coûts sur le système de santé, puis le gouvernement en général, mais c'est surtout des coûts de santé, l'hospitalisation, l'ambulance, les urgences, c'était près de 370 millions de dollars. Ça, c'est le scénario comme milieu. Mais si on prend en compte le vieillissement de la population, la croissance démographique à laquelle on s'attend au Québec, on arrive près de 412 millions de dollars. Et si on prend en compte le scénario supérieur au niveau des changements climatiques qui était estimé en 2015, celui qu'on disait le
scénario catastrophe. On sait maintenant que c'est la trajectoire actuelle. Fait que ça, c'est comme la moyenne maintenant. Bien, on est plus de l'ordre au-dessus de 500 millions. Et pour ce qui est des coûts autres pour la société, qui inclut le fait de s'absenter du travail, qui inclut les coûts reliés à une mortalité, on est dans l'ordre des trentaines de milliards de dollars supplémentaires d'ici 2065. Et donc, au Canada, c'est le même type de scénario. On voit que la moyenne des jours où il va faire plus chaud va passer facilement. On voit ici au Québec là, d'une dizaine de jours à près d'une vingtaine de jours. Donc, à Montréal, il va faire chaud. D'ici 2050, ça va être au-dessus de 30 degrés pratiquement tout l'été. Et on risque, là, on ne voit pas ça, mais en plus des décès et des hospitalisations, on mesure, en fait, on est capable de mesurer qu'il y a un excès de risque périnatal aussi lors des vagues de chaleur, que ce soit des accouchements prématurés, que ce soit la mort subite du nourrisson, et aussi une augmentation qui est mesurable des accidents de travail, surtout dans l'industrie de la construction, et une baisse de productivité. Et on estime que la mortalité va continuer d'augmenter justement par l'augmentation des vagues de chaleur. Si aucune adaptation, si aucune réduction n'est faite d'ici là, on est presque du double au triple au niveau de la mortalité, ce qui amènerait des coûts de l'ordre de près de 4 milliards de dollars là, d'ici supplémentaires à ceux qui sont déjà là, et près de 128 millions d'heures de travaillés qui seraient perdus d'ici 2050 encore au niveau du travail. Et ça, c'est de l'ordre de 15 milliards de dollars là, seulement au Canada. Et donc, à peu près 3 milliards pour le Québec là, d'heures perdues travaillées en valeur, en dollars. Un autre impact peut-être plus méconnu des changements climatiques, c'est les pollens allergènes. L'augmentation des pollens allergènes, que nous, ça fait partie de la pollution atmosphérique pour nous aussi, là, parce que ça voyage dans l'air. Mais en prenant l'exemple de l'herbe à poux, en fait, au Québec, on sait qu'environ une personne sur 5 a des problèmes de rhinite allergique saisonnière, ce qui est énorme, que ce soit au printemps ou à l'automne, là, ce qu'on appelle communément le rhume des foins. Et il semblerait qu'on va le mesurer bientôt, là, on va suivre là, l'évolution de cette tendance-là, mais on a l'impression que ça augmente. C'est à valider. Mais au niveau de l'herbe à poux, qui est un exemple là, qui est très lié au changement climatique, comment l'herbe à poux peut affecter tant que ça la santé? Bien, on sait que c'est une plante qui réagit très fortement au changement climatique, que ce soit au niveau de l'allongement de la saison de croissance, qui est plus l'été est long, plus la plante a l'opportunité de croître plus longtemps. Plus il fait chaud, plus l'air est pollué, plus il y a de production de pollen, plus le pollen est allergène et plus la saison, plus la température moyenne d'été augmente, bien, plus la plante elle se déplace au niveau géographique vers le nord et vers l'est du Québec. Et donc, tout ça contribue à l'augmentation de l'exposition des populations qui sont déjà allergiques. Il y a une augmentation de la sensibilisation puis de l'incidence des symptômes et donc une augmentation de la prévalence de la rhinite allergique et du fardeau économique. Là, vous allez me dire, quand même, c'est des allergies, c'est pas si pire que ça. On a estimé avec Ouranos en 2015 que déjà les allergies au pollen d'herbe à poux, on peut les calculer, sont de l'ordre, en 2015, ils étaient de l'ordre de 3,4 milliards de dollars au Québec. C'est énorme. Pourquoi? On prend en compte ici, on a pu mesurer lors d'études, ça c'est des coûts qu'on a pu mesurer lors d'une étude pilote, les rendez-vous chez le médecin, les tests allergologues, etc., les médicaments pris, etc. Donc, avec des scénarios climatiques futurs, on s'attend à des coûts sur le gouvernement, des coûts en santé de près de 400 millions 350 à 400 millions de dollars supplémentaires reliés à l'herbe à poux puis à sa croissance. Et pour la société, c'est un autre 4 à 500 millions de dollars supplémentaires, quel que soit le scénario. Fait que c'est quand même énorme. Puis la vision de Ouranos, lorsqu'on a présenté ça au gouvernement, c'est des coûts évitables, en fait. C'est les coûts de l'inaction en changement climatique, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et non pas le coût
si on n'agit pas, voici ce que ça va nous coûter, que ce soit en mitigation ou en adaptation. Un autre impact majeur aussi au niveau des coûts reliés au changement climatique et la santé, c'est la qualité de l'air. La qualité de l'air au niveau de la pollution atmosphérique, c'est quoi les liens entre le changement climatique et la qualité de l'air? Plus il fait chaud, plus ça amplifie les réactions, plus il y a de rayonnement solaire, plus ça amplifie la pollution atmosphérique et plusieurs polluants atmosphériques qui sont comme dommageables pour la santé sont aussi des contributeurs de gaz à effet de serre et contribuent au changement climatique. Parmi eux, il y a les oxydes d'azote qui sont des sous-produits de la combustion et qui se transforment, qui peuvent se transformer également en ozone au sol, le troposphérique, qui est le principal contributeur du smog dans les très grandes villes parce qu'il produit aussi des oxydes d'azote qui viennent de la combustion, mais aussi des composés organiques volatiles dans l'air. Puis, finalement, il y a la matière particulière, qu'on appelle communément les PM, PM2.5, PM5. Et ça provient également des gaz d'échappement des voitures, donc le transport, certains procédés industriels, puis également la fumée de feux de forêt. Là, je l'ai mis en rouge parce que j'y reviendrai, parce que ça aussi, c'est appelé à augmenter, quel que soit le scénario de changement climatique et de mitigation. En termes de chiffres d'impact sur la santé, au niveau de la pollution de l'air, au Canada, on sait que c'est la principale cause de décès au niveau environnemental, donc toutes causes confondues. Et Santé Canada a estimé à près de 15 300 morts par année reliées à la pollution atmosphérique au Canada. Et ça, c'est de l'ordre de 114 milliards de dollars par année que ça coûte, l'équivalent. Seulement pour la fumée des feux de forêt, en 2013-2018, Santé Canada a estimé aussi à entre 620 et 2700 morts par année seulement reliées à la fumée des feux de forêt. Et on n'en a pas eu tant que ça là, en 2013-2018, et ça, c'est de l'ordre de 4 à 20 milliards par année. Tandis que l'ozone troposphérique, le smog, on s'attend, ça, il y a eu des projections, puis on s'attend que d'ici 2050, ça serait près de l'ordre de 500 millions de dollars en soins de santé. Et si on vient prendre en compte les décès, les frais, autres frais sur la qualité de vie, alors là, on a de l'ordre de 86 milliards de dollars attendus d'ici 2050. Rapidement, au niveau des feux de forêt, c'est juste pour dire qu'en plus des coûts actuels, ce qu'on s'attend, c'est qu'avec quel que soit le scénario des changements climatiques, celui qui est le plus probable, le 8.5 actuellement, on s'attend à ce que la superficie, la superficie va continuer de croître d'ici 2050 ou même tripler, mais elle a déjà doublé depuis les années 70 au Canada, ce qui est majeur. Et donc, à cause de l'allongement des saisons des feux, donc une augmentation de la chaleur et des vagues de chaleur, une augmentation de la sécheresse dans plusieurs parties du Canada et des conditions orageuses moins stables, parce qu'il y a beaucoup de feux qui partent par la foudre, ça va augmenter ou même tripler le nombre de jours de feux de forêt, surtout en Colombie-Britannique et dans la forêt boréale. Bon, là, si on s'en va vers les bonnes nouvelles ou un petit peu plus d'espoir, je ne voulais pas vous laisser sur une note un peu catastrophique. En fait, la mitigation a plusieurs co-bénéfices en fait sur la santé, puis c'est le message que j'aimerais que vous gardiez en tête. Les messages, c'est les changements climatiques qui impactent déjà la santé actuellement, et plus on va avoir de réchauffement climatique, plus il y aura de conséquences sur la santé. Et donc, à l'inverse, moins de réchauffement, on contribue à réduire les impacts sur la santé. Réduire les gaz à effet de serre en santé et dans les autres domaines, en fait, ça apporte des effets immédiats et à long terme aussi sur la santé à travers la pollution atmosphérique puis à travers la réduction ou en fait la réduction de l'augmentation des impacts sur la santé. Et donc, il y aura des impacts économiques majeurs en santé par la mitigation et ces impacts-là la réduction des coûts en santé va être beaucoup plus grande que les coûts de mettre en œuvre la mesure maintenant.
en prenant comme exemple, là, il y a tellement d'exemples d'adaptation, je ne voulais pas toutes les passer parce qu'on n'a pas le temps, mais j'ai pris seulement celui du verdissement, qui est quand même une clé de voûte, qui est un fourre-tout de co-bénéfices au niveau de l'adaptation au changement climatique. Le verdissement sur la santé, je n'irai pas par les autres co-bénéfices là, environnementaux et autres, mais le verdissement en ville, ça favorise l'activité physique, ça réduit l'embonpoint, ça réduit beaucoup de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, ça réduit la mortalité lors de vagues de chaleur, ça a de nombreux co-bénéfices sur la santé mentale et le bien-être. Claudel peut encore le confirmer. Puis, ça réduit également l'exposition au verdissement, réduit les symptômes de dépression. Donc, ça viendrait comme compenser ce que Mélissa vient de présenter aussi, d'avoir un environnement plus sain. Ça augmente aussi, ça améliore la santé sociale. Il y a une augmentation des échanges communautaires, de la vie sociale dans les parcs et les espaces verts en ville. Et on a vu que lorsque les interventions de verdissement sont concentrées dans les secteurs défavorisés, ça réduit les inégalités sociales et de santé. Au niveau de l'adaptation, c'est important d'inclure, pourquoi c'est important d'inclure les autorités en santé? Il faut garder en tête que même si demain on coupe tous les gaz à effet de serre sur la planète, le climat va continuer de changer. Alors, c'est important de se préparer et encore plus important de préparer le réseau de la santé. Et en prenant en compte les autorités de santé puis la santé dans nos actions en adaptation, bien, on priorise les impacts sociaux et sanitaires plutôt que prioriser les infrastructures. On prend en compte les inégalités sociales et on a une meilleure préparation aux extrêmes. Et comment on fait la mitigation et la résilience du réseau de la santé? C'est une importance capitale aussi de montrer l'exemple, mais aussi de bien se préparer à ce qui s'en vient. Puis là-dessus, je pense que Dr Pétrin-Desrosiers va pouvoir nous en parler davantage. Merci beaucoup. Je vais arrêter. Merci beaucoup, Céline, pour cette présentation. C'était extrêmement intéressant et on voit, je pense, des liens très clairs là, entre votre présentation et celle de Mélissa, là, notamment au niveau de la préoccupation aussi des populations pour leur système de santé, pour les enjeux de santé en lien avec les changements climatiques. Mais on comprend aussi de par l'ampleur de ces impacts, pourquoi il y a aussi de l'éco-anxiété et du stress dans la population là, dans son entièreté, mais aussi chez certains groupes peut-être plus ciblés comme les jeunes, par exemple. Donc, l'ampleur, elle est telle, donc on le voit très bien. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. C'était extrêmement intéressant. Donc, maintenant, je propose peut-être qu'on essaie de regarder dans cette pléthore de conséquences et d'impacts négatifs, qu'on essaie de voir un petit peu, est-ce qu'il y a des solutions, est-ce qu'il y a des opportunités d'action peut-être pour les populations, mais aussi pour les groupes professionnels, par exemple dans le domaine de la santé. Et à ce sujet, je propose qu'on passe la parole à Claudel Pétrin-Desrosiers pour votre présentation. Merci beaucoup. Merci, et puis merci Céline pour la belle passe sur le sujet de ma présentation. En fait, je vais aller un peu différemment des deux personnes qui m'ont précédée, auxquelles en fait j'apprécie énormément le travail qu'elles font parce que je pense qu'elles sont pionnières à leur manière et elles nous permettent de vraiment mieux comprendre et avoir des données efficaces là, pour ensuite être capable d'essayer d'influencer les politiques. Puis, les données qu'elles produisent, je les utilise très régulièrement, fait que ça me fait toujours plaisir de voir qu'elles publient des nouvelles affaires parce que pour moi, ça veut dire des nouvelles données à partager ou à utiliser. Je suis clinicienne dans la vie de tous les jours. Je pratique en première ligne. Je suis également en train de compléter une maîtrise en environnement. Puis ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis impliquée dans le domaine de l'environnement dans une perspective de santé. Puis juste pour bien asseoir un petit peu d'où j'arrive, je voulais vous raconter un petit peu mon histoire. Puis
En fait, ma présentation, j'ai intitulé une responsabilité partagée entre la santé des acteurs environnementaux parce que je considère qu'à la fois les acteurs en santé ont quelque chose à amener, mais que les acteurs environnementaux auraient peut-être un intérêt à collaborer plus grandement avec les professionnels de la santé. Donc, je vous ramène un peu en arrière. Quand je suis rentrée en médecine il y a une dizaine d'années, on venait tout juste, en fait, de publier un rapport qui a pratiquement changé les choses. C'est un rapport de la revue médicale de l'ANSET qui a publié en 2009 que les changements climatiques étaient la plus grande menace à la santé du 21e siècle. Fait intéressant, je suis retournée dans les archives récemment avec une chroniqueuse de la presse, puis on a réalisé qu'en 2009, ce rapport-là, qui a pas mal changé la donne, là, ou en fait, qui a permis de mettre de l'avant que les changements climatiques, c'était un enjeu de santé vraiment, vraiment important qui allait s'amplifier, a eu 2 mentions médias dans la base de données qu'on a fouillée, et dont une dans une certaine chronique d'un militant environnemental qui est maintenant le ministre de l'Environnement canadien, Steven Guilbeault, mais il n'y a eu pratiquement aucune couverture médiatique de ce rapport-là. Les choses ont bien changé maintenant parce que l'ANSET publie, puis j'en reparlerai là, annuellement, un état de la situation. Moi, je suis rentrée en médecine dans ce contexte-là, puis je suis intéressée par l'environnement, mais j'ai réalisé qu'il y avait une espèce de gap entre ce qui commençait à se bâtir dans la communauté médicale, scientifique internationale, mais aussi la mobilisation des professionnels de la santé. Puis je me suis rendu compte qu'on n'en parlait pas autour de moi. Et j'ai commencé à m'impliquer dans une association internationale qui représente à peu près 1 million d'étudiants en médecine dans 135 pays à travers le monde. Et j'ai eu le mandat de représenter tout ce monde-là sur les enjeux environnementaux à l'échelle internationale pendant 1 an. Ça a été fantastique, mais ça nous a mené à des endroits quand même assez particuliers, dont l'Organisation mondiale de la santé. Puis la première conférence, en fait, que l'OMS a donnée sur les changements climatiques et la santé, c'était en 2014. Ça fait à peine 7 ans. Fait qu'il y a beaucoup de chemin qui a été fait dans les dernières années, mais il faut comprendre qu'on partait quand même de loin dans la mise de l'enjeu dans l'agenda politique de beaucoup d'acteurs. Et donc, en 2013-2014, on a monté une campagne de sensibilisation auprès des étudiants en médecine pour démontrer que finalement, le climat, c'était une question de santé. Puis on a quand même eu beaucoup de résistance. Les gens ne comprenaient pas d'où on arrivait puis pourquoi on le faisait. Mais dans ces années-là, ça a commencé à bouger. Puis c'était l'année avant l'accord de Paris. Et moi, je me suis retrouvée, en fait, à la COP 20. On est rendu à la COP 26, mais je me suis retrouvée à la COP 20 qui était l'année tout juste avant Paris, donc décembre 2014, à Lima, au Pérou. Et l'objectif de cette conférence-là, c'était d'arriver avec un brouillon ou un accord un peu préliminaire de ce qu'allait devenir l'accord de Paris. Donc, les pays avaient encore 1 an pour le négocier, mais l'idée, c'était d'arriver sur un texte un peu brouillon. Et quand on a reçu ce texte-là, on a réalisé que la santé était mentionnée à 0 reprise dans cette trentaine de pages-là. Il n'y avait aucune mention de la santé. C'était même pas écrit dans le préambule. C'est comme si on reconnaissait aucunement que le climat avait un impact sur notre santé. Puis on s'est dit, ça n'a pas vraiment d'allure, cette histoire-là. Puis on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose. Et donc, on a analysé le texte. Moi, je représentais cette Fédération internationale d'étudiants-là, mais on a travaillé avec plusieurs acteurs de santé, dont des groupes internationaux, l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi dans les conférences, il y a des groupes représentant la société civile et on a travaillé de façon assez étroite avec le groupe qui s'appelle Youngo, qui est l'espèce de groupe parapluie de tous les jeunes dans ces affaires, dans ce processus-là. Et après, on est allé très efficacement sur des stratégies de lobby. Fait qu'on a à peu près contacté tous les gens qu'on a essayé de rencontrer. On avait un rapport politique disponible dans à peu près 4 langues différentes et on allait directement vers les négociateurs en disant, voici des opportunités d'intégrer la santé dans l'accord de Paris. Après 1 semaine, il y a 5 pays qui ont soumis mot pour mot à cette plénière-là nos propositions. Et comme ça fonctionne par consensus, quand il y a 5 pays qui sont plus ou moins d'accord sur la même chose, généralement, les autres, ils disent pas grand-chose puis ils sont d'accord. Et ce qui a fait que la proposition qu'on a soumise au pays a été intégrée dans ce qui est devenu l'accord de Paris. Et ce qui me frappait à ce moment-là, c'est qu'on était 3 étudiants en médecine. Les conférences à Lima, on est à peu près 13-14 000 personnes. C'est complètement fou. C'est rare que tu revois la même personne juste parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Et c'est moi qui ai fait un des discours d'ouverture au nom de ce groupe de jeunesse-là international. Et quelques jours plus tard, en fait, le message que j'ai dit, c'est que si vous ne nous aidez pas aujourd'hui, comme
on est les futurs professionnels de la santé, puis si vous ne réussissez pas à mettre la santé dans l'accord, on va avoir des sacrés défis à répondre. On va avoir ça va être difficile de répondre aux besoins de santé des populations en raison des impacts sur la santé des changements climatiques. Et donc, on a dit, on a besoin de votre aide. Si vous voulez qu'on prenne soin des gens, aidez-nous. Et quelques jours plus tard, en fait, mon collègue, qui est australien, définitivement beaucoup plus grand que moi, homme, s'est fait interpeller en disant « Hey, c'est-tu toi qui as parlé de santé dans le discours d'ouverture? » Puis on a réalisé, vraiment, moi, ça a été le moment que j'ai réalisé que parler de santé, ça avait un impact, peu importe c'est qui le messager. Parce qu'entre une fille pas très grande, qui a une voix un peu aiguë, qui a un accent français quand elle parle anglais, puis un Australien, voix beaucoup plus grave et définitivement plus grand que moi, ce qui a transpercé, c'était le message que les professionnels de la santé étaient là et avaient besoin d'aide. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à exploiter là. Et donc, tout ça pour dire que finalement, on a réussi à intégrer notre argument santé, puis en fait, dans une perspective, Céline l'a mentionné un peu, mais de tous les bénéfices pour la santé de l'action climatique. Et donc, ça, c'était l'accord en sortant de la conférence de Lima, c'est maintenant l'article 109 dans l'accord de Paris, mais c'est quelque chose que, en fait, quelques étudiants aidés de d'autres mondes ont réussi à faire, puis ça, pour moi, c'est phénoménal comme travail. J'ai encore de la misère à le saisir, juste parce que tous ces textes-là, c'est négocié à la virgule près, fait qu'intégrer un concept complètement nouveau, pour moi, ça a vraiment fait un état de « OK, il y a quelque chose à faire, on a le potentiel, si on parle de santé, d'inciter à l'action climatique. » Après, je suis revenue, j'ai complété ma formation comme médecin, je suis revenue sur les bancs d'école, j'ai rencontré des patients, puis je me suis dit, concrètement, dans ma clinique, ça représente quoi? Puis l'été dernier, j'ai fini ma formation pour vrai, puis j'ai commencé à pratiquer, puis en débutant de pratique, il faut prêter serment, il faut remplir le serment. Le Collège des médecins du Québec nous oblige à prêter serment. Et une des premières lignes qu'on signe, c'est celle-ci, c'est « Je remplirai mes devoirs de médecin envers tous mes patients avec conscience, loyauté et intégrité ». Et j'ai vraiment le déclic que je me dis, pour moi, l'intégrité passe par une action climatique. Je ne peux pas être une professionnelle de la santé en 2021 avec tout ce qui s'en vient comme impact qui ont été bien démontrés là, par Céline et Mélissa, en écartant cet enjeu-là. C'est un enjeu qui est central à la profession. Puis, en fait, je suis allée voir mon code de déontologie, puis il me donnait raison, parce que l'article 3 de notre code de déontologie reconnaît que le médecin a un devoir primordial de protéger et promouvoir la santé et le bien-être des individus qui le servent, tant sur le plan individuel que collectif. Et donc, je pense que c'est vraiment du devoir de tous les médecins, parce que c'est notre code de déontologie médicale, mais je pense que ça peut s'appliquer beaucoup plus largement à l'ensemble des professionnels de la santé. Puis heureusement, je pense que ce message-là est en train de percoler, puis on commence à avoir des répercussions. Nous, à l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, on reçoit de plus en plus de gens de tout horizon là, qui nous disent « Je veux faire quelque chose, par où je commence? » Donc, je pense que ce devoir-là est de plus en plus ressenti de protéger la santé sur un plan plutôt collectif, même quand on est en première ligne, puis on a une tendance à travailler à un niveau individuel comme clinicien. Mais je pense qu'on va devenir des sacrés alliés à la santé publique là, dans les prochaines années. Ce qui m'amène à quand même la réalisation qu'il y a un manque là, dans l'éducation médicale. C'est des données, en fait, que je pense que Céline a produit il y a quelques années. Mais un court sondage avait démontré qu'il y a à peu près 65% des médecins de famille estimaient manquer de formation face aux enjeux climatiques dans leur pratique. Puis on suppose qu'en fait, possiblement, ce pourcentage-là est encore plus gros chez les médecins spécialistes. Là. Et ça, c'est pas étonnant, en fait, parce que malgré que c'est un enjeu de santé publique et de santé point important, puis même qui a été reconnu comme le principal par l'Organisation mondiale de la santé, à peine 15% des facultés de médecine enseignent les changements climatiques. Ça a été un sondage qui a été mené par la Fédération internationale des associations des étudiants en médecine dans plus de 2800 facultés de médecine à travers le monde. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la majorité des opportunités d'éducation, c'est des d'éducation non formelle, donc menées par des étudiants. Les facultés n'ont pas encore réussi à intégrer pleinement. Ça change. On a des signaux positifs un petit peu partout au Québec là, dans les derniers mois. Mais ça a pris du temps avant que ça fasse son chemin sur les bancs d'école. Et je pense qu'on a un défi là, à ce niveau-là de rattraper ce retard-là. Et c'est d'autant plus vrai pour les médecins qui sont en pratique en termes de formation continue. Je pense qu'on a un devoir là, de s'assurer que nos médecins sont au courant des enjeux liés au changement climatique. Je parle beaucoup des médecins parce que je suis médecin, mais on peut vraiment étendre ça plus largement là, aux infirmières, psychologues, travailleurs sociaux, physio, ergo, etc. Là.
Et notamment parce qu'en fait, ce qui s'en vient, ça va avoir un impact très, très, très important sur le réseau de la santé. Là, on a parlé de coûts, mais ces coûts-là, pour nous, ça représente quoi? Ça représente des achalandages à l'urgence, ça représente une augmentation des consultations, ça représente une augmentation des besoins. C'est quelqu'un qui nous consulte en première ligne pour un trouble d'adaptation ou un trouble de l'humeur avec symptômes dépressifs, ça ne se règle pas en une visite de 15 minutes. Ça demande un suivi. Souvent, on finit par voir la personne à plusieurs reprises au cours d'une année. Fait qu'on s'attend possiblement à une augmentation des pressions là, sur les services de première ligne, pas seulement sur les services d'urgence. Puis ce qui est particulier quand même dans la littérature, là, quand on parle de vagues de chaleur, on a tendance à beaucoup regarder ce qui se fait au niveau des urgences, des hospitalisations, mais il y a peu de données dans la littérature là, sur ce que ça représente au niveau de la première ligne, là, des cliniques de médecine familiale ou des demandes de consultation avec infirmières. Mais on peut supposer que la demande est là. Et quand on sait que les vagues de chaleur vont augmenter dans les prochaines années, notamment, là, comme un des exemples des impacts des changements climatiques sur la santé, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une augmentation des besoins, d'épisodes de soins, de consultations avec des professionnels de la santé. Et ça, c'est vraiment, vraiment ne pas négliger. Surtout dans le contexte actuel, on nous rappelle fréquemment qu'il y a un problème d'accessibilité en première ligne. Définitivement, l'inaction climatique va aggraver le problème d'accès. Ça, j'en suis pas mal convaincue. Ce qui m'amène à parler quand même d'un point de vue, quand je parle d'intégrité, je pense que c'est important pour nous de regarder nous-mêmes l'impact du système dans lequel on œuvre. Puis on sait que le réseau de la santé est un contributeur important au changement climatique et aux enjeux environnementaux de façon générale. Au Canada, on estime que le système de la santé est responsable d'environ 4,4% des émissions de gaz à effet de serre annuelles. C'est un peu plus quand on regarde à travers le monde, mais il y a une étude de 2019 qui démontrait que si le réseau de la santé à travers le monde était un pays, il serait le 5e plus grand pollueur. Et ça, c'est vraiment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais on doit aussi inclure la quantité de phénoménale de déchets qui est produit par le réseau de la santé. Et pourtant, il y a un petit retard, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans le réseau. Il commence à avoir de l'initiative, mais il pourrait avoir vraiment plus. Puis je pense que c'est important pour nous de travailler dans un système qui ne nuit pas finalement à la santé des patients. Heureusement, on commence à avoir des beaux exemples de leadership à travers le monde. Puis je cite le NHS, qui est le National Health Service, qui est le réseau de santé publique de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Et ils ont décidé, en fait, que pour eux, c'était une priorité. Et ce qui est différent, c'est que le NHS partage beaucoup de similarités avec le réseau québécois. C'est un réseau public qui reprend un pourcentage équivalent de la main-d'œuvre. Système de gestion un peu différent, c'est géré par un trust, une fondation en tant que telle, mais ça reste un réseau public. Et si on regarde les nouvelles récemment, c'est pas mal copié-collé, mais il y a aussi des enjeux d'accès en première ligne puis d'organisation des soins qui sont très similaires à ce à quoi le Québec fait face présentement. Mais ils ont décidé que c'était une priorité. Et en l'espace d'1 an, ils ont maintenant une équipe de 150 personnes qui travaillent à temps plein pour opérer une transition verte dans le réseau. Ils ont un plan et ils vont rendre en fait public toute leur démarche. Donc, on se connaît leur objectif et en fait, c'est 2040 autour de ça, ils veulent être carbone neutre pour leur réseau à eux et 2048 pour leur chaîne d'approvisionnement au complet. Ce qui est vraiment le fun, c'est qu'ils vont commencer à exercer des pressions sur les chaînes d'approvisionnement, que ce soit le matériel médical, les médicaments, pour qu'eux deviennent plus verts. Et donc, on pourrait éventuellement avoir accès au Québec à des produits qui sont plus éco-responsables, mais ça vient beaucoup du leadership de ce que l'Angleterre est en train de faire en ce moment. Je vous invite à aller voir. Puis ce qui est d'autant plus fascinant, c'est qu'ils ont appuyé leur stratégie dans l'intérêt des professionnels de la santé qui offrent. Donc, ils ont sondé leur staff, leurs employés, puis ils ont réalisé qu'à peu près 90 à 95% des employés du réseau soutenaient cette transition-là, puis ressentaient une fierté à ce que leur employeur devienne plus à l'avant-garde des mesures environnementales. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait voir au Québec. Il y a de plus en plus de professionnels de la santé qui sont préoccupés, qui aimeraient ça avoir une action, puis qui constatent qui jettent énormément de déchets, que le réseau de la santé est un pollueur important, qu'il y a du gaspillage qui se fait, puis qui se disent « ça n'a pas de sens que dans mon milieu de travail, j'ai même pas de recyclage ». Et ça se voit dans les centres de santé au Québec en 2021.
Et ce qui nous a amené, en fait, à questionner sur qu'est-ce qui se passe en ce moment au Québec. Est-ce qu'il y a une stratégie ministérielle? Est-ce que c'est une priorité pour le ministère de la Santé? En fait, depuis 2019, on a une obligation d'avoir des comités de développement durable, mais on se rend compte que c'est super aléatoire. Dans certaines équipes, c'est quelqu'un qui est dédié à temps plein là-dessus. Dans d'autres régions, c'est quelqu'un qui le fait un peu à temps perdu. C'est souvent relégué au Conseil de l'hygiène et salubrité. Mais il n'y a pas une stratégie intégrée, un plan directeur clair qui dit voici notre leadership, voici où est-ce qu'on s'en va. C'est un petit peu au bon vouloir des différents CIUS, puis en fonction de qui est là, puis qui a un intérêt, ce qui est pour moi des opportunités manquées. Et en même temps, on se rend compte que de plus en plus de secteurs de la santé et d'organisations d'établissements vont aller consulter des organisations en disant on a besoin d'aide, on aimerait ça avoir des gestes plus environnementaux, mais ce leadership-là ne vient pas du ministère. Et ce qui nous a amené à l'Association québécoise des médecins pour l'environnement avec des partenaires dont l'Association des médecins d'urgence du Québec, la planète s'invite en santé, puis Synergie Santé-Environnement, de dire, ben, on va l'interpeller directement, notre ministre de la Santé et notre gouvernement. Et donc, on a en ce moment en cours une pétition sur l'Assemblée nationale qui est parrainée par un député, Sylvain Gaudreault, député de Jonquière, et une lettre en même temps qui est pour signature, qui est disponible là, sur nos réseaux. Je pourrais vous acheminer les liens, moins que je pense que Jennifer met des liens là, dans le chat, mais je pourrais m'assurer que vous l'ayez. Mais l'idée, c'est vraiment de dire, on reconnaît que c'est un enjeu, puis on demande au gouvernement de mettre en œuvre un virage durable dans le réseau de la santé de façon organisée. On veut un plan d'action ministériel. On comprend qu'il y a des enjeux importants en santé. On parle d'accessibilité, on parle de gestion de pandémie, mais on ne peut pas toujours repousser l'action climatique à demain. Et donc, il faut s'asseoir et faire un plan, et c'est ce qu'on demande au gouvernement ces temps-ci. La pétition est sur le site jusqu'à la fin novembre, mais on vous invite, en fait, nous, c'est une des démarches qu'on a trouvées pour un peu forcer la mise en place dans l'agenda public de cet enjeu-là qui est ignoré malheureusement là, et qui pourtant, je pense qu'il y aurait beaucoup d'appui dans le réseau de la santé. Je pense que c'est un projet qui ferait plaisir à beaucoup, pour lequel plusieurs trouveraient, ça donnerait un sens à ce qu'on fait souvent en première ligne. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai bientôt fini, je vois le temps qui file, puis en fait, c'est un sujet qui me passionne, fait que je peux en parler pendant vraiment longtemps. Mais juste pour vous dire qu'on a encore un retard dans l'intégration de la santé des changements climatiques au Québec et au Canada. Je donne un exemple très concret. On a mis sur pied récemment, je dis « on », mais ça m'exclut complètement. Le gouvernement a mis sur pied, en fait, un comité d'experts, un comité consultatif sur les changements climatiques. Dans cette liste de 13 experts, il n'y a personne qui travaille directement en santé. Donc, quand on dit que, on veut la santé dans toutes les politiques, on veut considérer la santé dans les politiques de mitigation, d'adaptation climatique, quand il n'y a personne autour de la table qui représente ça, je pense qu'il y a un déficit. Le comité va conseiller le gouvernement, il y a un rôle clé à jouer, mais je pense que tout le monde gagnerait beaucoup à ce qu'il y ait un représentant, quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé et des changements climatiques, qui soit autour de la table, justement pour rappeler que l'inaction, c'est des décès qui sont évitables, des décès prématurés, c'est des maladies, c'est un fardeau supplémentaire sur le réseau de la santé, et que l'action climatique, en fait, c'est porteur de bonne santé. Et ça, c'est encore absent dans les sphères décisionnelles, malheureusement. On travaille beaucoup. Moi, j'ai travaillé à essayer de transformer les données en recommandations politiques. Puis un des exemples de ce qu'on fait notamment, c'est le travail que j'accomplis avec le Lancet Countdown. Le Lancet est une revue médicale réputée qui, à chaque année maintenant, depuis 2015, publie un état de la situation. Le dernier a été publié le 21 octobre dernier. Et depuis quelques années, en fait, on accompagne cette publication-là d'un compte-rendu politique à l'intention du Canada où ce qu'on cherche à faire, c'est de dire voici les données, maintenant voici ce qui devrait être fait au niveau politique. Et une des premières recommandations qu'on a émises cette année en octobre 2021, c'est l'établissement d'une stratégie nationale d'adaptation en climat au niveau fédéral. La bonne nouvelle, c'est que c'est en cours, ça a été mis en place dans les dernières semaines. Il y a des groupes consultatifs qui ont été fondés, fait qu'on espère que la stratégie va être porteuse, mais pour qu'elle soit porteuse adéquatement, il va falloir qu'elle ait un financement à la hauteur de ce qu'elle demande. Et donc ça va être l'enjeu dans les prochains mois. Et une de nos recommandations, on fait la troisième, rejoint beaucoup ce que Céline parlait, mais le verdissement urbain comme mesure d'adaptation et de mitigation climatique, c'est probablement la mesure la plus rentable et la plus facile. Mais encore aujourd'hui, on voit beaucoup trop d'espaces verts disparaître au profit de zones industrielles souvent bétonnées on remplace des îlots de fraîcheur par des îlots de chaleur qui sont mortels, là, on va le dire clairement. Et il y aurait bénéfice là, à accélérer le verdissement urbain
surtout dans les quartiers qui sont souvent, qui ont un taux de verdissement plus faible. Ces quartiers-là, c'est des quartiers souvent socio-économiquement défavorisés, qui sont déjà plus vulnérables, donc leur population souffre déjà plus des impacts des changements climatiques. Il y aurait vraiment un avantage à accélérer le verdissement dans ces quartiers-là. Puis en fait, la dernière section de nos recommandations cette année touchait notre relation un peu complexe au Canada avec le secteur des énergies pétrolières et fossiles. Mais on recommande en fait d'abolir toutes les subventions directes et indirectes envers les combustibles fossiles puis de rediriger cet argent-là vers la transition et finalement d'essayer de limiter l'impact du lobby. Et là, je vois le temps qui file, puis je pense que Gabrielle va me dire que j'ai épuisé mon temps de parole. Fait que je vais sauter la dernière partie parce que je parlais de communication climatique. Mais rapidement, ce que je vais dire, puis après j'arrête pour vrai, c'est que les professionnels de la santé sont des messagers de confiance et je pense qu'on peut les utiliser pour mobiliser l'action climatique et on le démontre de plus en plus que les arguments qui intègrent la santé sont des arguments efficaces pour solliciter, pour mobiliser les gens, et ça même chez ceux qui sont plus conservateurs ou moins enclins à être en faveur de l'action climatique, et ça commence à être démontré dans la littérature médicale. Donc, j'arrête là-dessus. Je vous laisse ça comme mot final, mais ça me fait plaisir de répondre à des questions. Merci beaucoup, Claudel. C'est extrêmement intéressant. Je pense qu'on voit bien dans votre présentation les aspects à la fois macro d'inclusion de la santé dans la lutte au changement climatique au niveau international et à la fois au niveau, on peut dire micro, au niveau des professionnels de la santé. Et je pense que ça démontre bien ce que nos autres panélistes ont aussi montré, la complexité de cette question parce que finalement, on a affaire à des acteurs totalement différents, à différents niveaux. Ça pose des enjeux aussi de gouvernance, de communication, de stratégie. Donc, merci beaucoup, c'est extrêmement intéressant. Merci à nos 4 panélistes. Donc, on va passer maintenant une courte conclusion. Et ce que j'aimerais, en fait, c'est peut-être vous redonner la parole rapidement à vous, nos 3 panélistes, pour que vous puissiez peut-être réagir et ou conclure parce que vous êtes les mieux placés pour le faire et peut-être pour favoriser là, cette conclusion, cette discussion de type conclusion. Je poserai peut-être une question générale et vous répondrez dans le même ordre des présentations. Donc, Mélissa, Céline et Claudel. Comment on peut ultimement utiliser ces arguments sanitaires? Puis vous n'avez tout parlé un petit peu, mais en 1 ou 2 minutes, là, très rapidement, comment on peut utiliser ces arguments sanitaires, en guillemets, cet argument santé dans la lutte au changement climatique? C'est quoi les avantages? Comment on peut convaincre aussi nos dirigeants, nos dirigeantes, convaincre notre voisin, notre père, notre mère, etc., de se soucier peut-être des changements climatiques en utilisant cet argument santé? C'est quoi les défis? Donc, peut-être, je vous repasserai la parole, Mélissa, pour une conclusion de 1 ou 2 minutes et on va continuer ensuite avec Céline et Claudel. Bien, en fait, je pense que, et notamment parce qu'on veut tenir compte de l'éco-anxiété qui peut être exacerbée lorsqu'on met un petit peu trop l'accent sur les problèmes et pas assez sur les solutions, il faut essayer de trouver ce juste équilibre-là entre, d'une part, sensibiliser avec tous les impacts quand même assez inquiétants, même catastrophiques, là, je pense qu'on peut les qualifier de la sorte qu'on vous a présenté aujourd'hui. Mais il faut que ça se vienne vraiment accompagné de solutions, de quoi faire, et ça à tous les niveaux. Donc, par exemple, Claudel nous a donné toutes sortes d'exemples de très haut niveau. C'est super stimulant et il en faut. Mais ce que je trouve qui est un petit peu plus difficile, et pas plus tard que ce matin, moi, je suis médecin de santé publique, ancienne directrice de santé publique dans ma région, et je peux vous dire que quand vient le temps de mobiliser les équipes sur le terrain pour dire, bon, je fais quoi avec ça? D'accord, vous avez conquis mon cœur, je suis convaincue, l'argumentaire est là. Maintenant, pouvez-vous me donner 5 bons moyens, au lieu de 5 bonnes raisons de mettre la santé au cœur des changements climatiques, 5 bons moyens ou actions que je peux faire concrètement dans la vie de tous les jours. Donc ça, je pense qu'à l'échelle des individus, entre autres, on a 1.5 qui est un média vraiment intéressant pour ceux qui ne le connaissent pas, où on est là-dedans, là, dans l'action climatique pour les individus. Ça, je pense qu'on commence à faire du chemin. Il y a des beaux écrits, les réseaux sociaux assez vivants. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle
de mes collègues qui s'occupent des stationnements du réseau de la santé ou de la gestion de toutes sortes d'impacts qui viennent toucher les changements climatiques. Qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue des acteurs de santé publique dans les directions régionales de santé publique? Qu'est-ce qu'on peut faire dans les écoles? Qu'est-ce qu'on peut faire avec je pense qu'on a besoin d'une boîte à outils un petit peu plus concrète parce que tant qu'on ne fera pas ce pas-là, j'ai l'impression qu'on va passer d'une idéologie comme quoi c'est important à on ne passera pas à l'action concrète. Et s'il n'y a pas d'action concrète, il n'y a pas de plan d'action. S'il n'y a pas de plan d'action, il n'y a pas de ressources dédiées et on reste toujours au même point où on trouve ça tout de même bien important, mais on n'agit pas. Merci. C'est vraiment, ça montre à quel point aussi c'est difficile. On doit avoir une réflexion là, commune au niveau des sociétés dans son entièreté là, quand on veut lutter contre les changements climatiques. Donc, merci beaucoup, Mélissa, pour cette première conclusion. Céline, des réactions sur comment utiliser ces arguments sanitaires, avec qui, comment? C'est ça, moi, je vais y aller plus, encore plus haut, tu sais, je veux dire, aux hautes, parce que le grand changement va venir aussi des hautes autorités, du gouvernement, du Parlement, puis c'est pour qu'on puisse avoir des actions efficaces et je dirais même pas ambitieuses, parce qu'ambitieuse, on n'en est plus là de vouloir l'ambition, on est plus quant à moi, à une échelle de action drastique, tu sais, à l'image des actions qu'on a mis en œuvre, tu sais, au niveau de la COVID en santé, puis l'espèce de vague de solidarité des autres ministères aussi face à la COVID, l'action COVID, ben, je pense sans dire la crise pour pas amplifier l'effet d'anxiogène de ça, mais pour faire réagir au niveau des politiques publiques, on n'a pas le choix d'arrêter d'être un peu rose bonbon puis d'espérer qu'il se passe de quoi. Il faut vraiment prendre des arguments pour comme fesser dans le tas, je dirais, là, vraiment, puis de démontrer que il n'y a pas d'inconvénient à agir. C'est surtout ça, il n'y a pas de coût à agir. C'est au contraire, ça va nous coûter plus cher, ça va être, les impacts vont être, oui, sur la santé, les infrastructures et tout. Puis, il faut réfléchir à pourquoi on s'intéresse aussi, pas juste à la santé. Les arguments santé vont venir appuyer les autres arguments de d'autres ministères aussi pour leurs propres bénéfices. Fait que je pense que avec les arguments santé, juste qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui, on arrive à démontrer que le statu quo est intolérable, carrément. Fait que c'est un peu ça. Puis moi, mon travail, c'est de pousser en haut. C'est ça. Merci. Voilà. Et merci. On imagine aussi que c'est pas. À la fois, c'est difficile d'offrir des exemples concrets d'action et à la fois, on imagine que c'est assez difficile peut-être de convaincre, comme vous dites, ceux qui sont en haut. Claudel, une réaction sur cette question de. Vous en avez un peu parlé quand même vers la fin de votre présentation, mais comment utiliser ces arguments sanitaires, avec qui, par quel médium? Vous avez parlé de la COP. Bon, mais c'est pas tout le monde qui peut aller à la COP, participer aux événements. Donc, peut-être pour conclure notre conclusion, je vous redonnerai la parole. Il y en aurait beaucoup à dire là-dessus. En fait, je pense qu'un des exemples les plus concrets, c'est quand on fait des analyses coûts-bénéfices, de ne pas oublier les impacts sur la santé. Des fois, ce n'est pas considéré, puis on se fait dire finalement, le coût de la politique, c'est vraiment, vraiment cher, on n'a pas l'argent, ça coûte trop cher la transition énergétique, on va y aller pour une demi-mesure à la place. Mais on se rend compte que si on intègre adéquatement les impacts potentiels et les bénéfices de la politique donnée sur la santé, on se retrouve avec une politique qui rapporte. Et ça, il y a de plus en plus d'études qui démontrent des fois un niveau macro, mais je pense qu'on pourrait le faire à un niveau plus proximal. Mais tu sais, quand on parle que la pollution atmosphérique, ça coûte au moins 114 milliards de dollars par année au Canada. Au Québec, c'est dans l'ordre de 30 milliards. Ça, c'est des chiffres de Santé Canada. C'est un montant qui pourrait diminuer et réinvestir ailleurs. Fait que c'est toujours une question de qu'est-ce qu'on réussit à démontrer, puis qu'est-ce qu'on étudie. Et quand on parle de changement climatique et de santé, pour moi, c'est ça, c'est de dire, on a un projet, on fait une analyse, on n'oublie pas d'inclure les impacts sur la santé, les impacts psychosociaux. Des fois, c'est pas fait. Un des exemples récents, c'est quand il y a eu l'étude sur l'étude d'impact de GNL, on a complètement écarté les impacts psychosociaux. Les impacts sur la santé ont plus ou moins été considérés, mais c'est un projet d'envergure. Heureusement, il n'y aura pas lieu, mais on n'a pas toujours le réflexe de le faire. Puis on le voit similairement là, à Montréal pour le projet actuel avec Raymond Logistique dans Hochelaga-Maisonneuve. La santé est un petit peu écartée. On le considère pas vraiment, pas complètement,
mais pourtant, on sait que si on l'intégrait, on aurait peut-être des politiques plus porteuses. Donc, pour moi, quand on dit communiquer changement climatique et la santé, c'est s'assurer que quand on fait une analyse, on intègre la santé et que quand on parle de changement climatique, dans les discours publics, là, qu'on arrête de dire que c'est juste les ours polaires qui vont souffrir des changements climatiques, il y a nous aussi. Fait que j'aimerais ça que dans le discours public, quand c'est rapporté par les médias, qu'on rapporte les impacts sur les humains, qu'on parle de santé humaine, de santé psychologique, de santé physique. On le fait de plus en plus, mais je pense qu'on pourrait le faire mieux. Et ça, pour moi, ça va permettre d'aller chercher les gens et de les mobiliser dans l'action climatique, autant d'un point de vue visuel que d'un point de vue gouvernemental. Merci beaucoup, Claudel. Donc, maintenant, je vous propose qu'on ouvre la discussion avec les participants à cette activité. Donc, on vous invite, il y a déjà des questions, mais on vous invite à poser vos questions dans le chat et ces questions vont m'être relayées. Je vais les poser à nos panélistes. J'ai aussi, évidemment, plusieurs questions que j'aimerais vous poser. Si jamais il reste du temps, je me permettrai peut-être à la toute fin de vous poser une ou deux questions. Mais je commencerai avec peut-être, je regarde dans le chat, il y a une question qui est intéressante. Je me permets de la modifier parce qu'il y en a des similaires, là, mais plusieurs personnes ont mentionné finalement le lien entre la santé, ou questionnent à tout le moins le lien entre la santé individuelle, donc les choix qu'on va faire au niveau individuel sur notre type d'alimentation, est-ce qu'on va faire de l'activité physique ou non, est-ce qu'on va avoir des comportements à risque type tabagisme ou autre, et des mesures plus collectives qui vont favoriser la santé, qui vont prendre en considération les impacts des changements climatiques. Certaines personnes parlent également de cours d'école qui permettent aux jeunes d'être plus actifs, d'espaces verts, bon, etc. Est-ce que vous pourriez réagir peut-être sur ce lien, et là, vous pouvez lever la main directement ou la main numérique, là, mais réagir sur ce lien entre santé individuelle et santé collective, parce que souvent, dans la population, c'est difficile de bien comprendre ce lien, comment ça interagit. Mélissa, peut-être pour débuter. Mais je trouve ça super intéressant comme question. Ça m'amène à mettre de l'avant qu'on a quand même un bon bagage d'expérience en santé publique. Par là, je parle de plusieurs décennies là, de promotion des saines habitudes de vie. Et à l'époque, au tout début, on était tombé un petit peu dans le piège de dire, bon, ben, si on veut lutter contre l'obésité ou favoriser les saines habitudes ou la saine alimentation, ben, c'est facile, on va éduquer la population, on va les sensibiliser, puis comme ça, ben, leur comportement va être adapté et tout va bien. Puis je vais vous dire que si ça avait été si simple, je serais pas aujourd'hui, j'aurais pas de job en santé publique. Si c'était aussi facile de simplement dire aux gens, ben, faites ci, faites pas ça, c'est bien, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour la planète. Si c'était aussi simple, les choix individuels, si c'était uniquement conditionné par j'ai accès à l'information, that's it, je l'applique, on ne serait pas là aujourd'hui à se gratter la tête, à voir comment ça que ça fonctionne pas plus. Et je parle autant pour les saines habitudes de vie que pour la lutte au changement climatique. Donc, inévitablement, on doit passer d'un mode où, oui, on peut informer sur les bons choix individuels et on doit continuer à le faire, mais ça ne sera jamais suffisant. C'est nécessaire, mais non suffisant. Et il faut absolument s'assurer, entre autres pour réduire les inégalités sociales dont Céline parlait, on doit absolument s'assurer d'agir surtout au niveau des conditions économiques, des choix gouvernementaux qui ciblent les industries, qui ciblent différents volets là, un petit peu partout, le développement de nouvelles technologies. On doit peut-être taxer des choix. Ce que je veux dire, c'est que c'est tout cet environnement-là social, politique, économique qui est super important de manière à rendre des choix individuels et des choix, autres choix de nos industries, etc., qui impactent les émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique. Donc ça, là, vraiment important. Puis on appelle ça en santé publique blaming the victim. Donc le discours de dire faites ci, faites ça, faites pas ci, faites pas ça, c'est comme si on met tout le fardeau, le poids de cette industrie-là de malbouffe et de tous les mauvais choix de société qu'on a fait. On met tout le poids de répondre à ça sur les individus et ne tombons pas dans le piège pour la lutte au changement climatique. Intéressant. Céline ou Claudel, est-ce que vous voulez réagir sur cette interaction entre individu, collectivité? Je pense qu'on a de très bons exemples là, de l'impact, disons, des aspects plus collectifs. Céline, peut-être? Ben, oui, mais je suis absolument d'accord avec ce que Mélissa vient de dire. Là, c'est vraiment l'approche vers laquelle il faut aller. Puis,
Quand on fait une action collective, en fait, ça touche beaucoup d'individus. Quand on fait une action individuelle, ça touche un individu. Fait que si on veut vraiment un changement global, il faut y aller par des politiques qui vont toucher le plus ou des mesures qui vont toucher le plus de personnes possible. Ceci dit, l'action individuelle est tout aussi importante. Tant mieux si on fait de quoi, parce que ça fait aussi de la pression politique, ça fait de la pression et ça fait aussi ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale un peu, tu sais, comme l'espèce de « Ah, mon voisin le fait, ma sœur le fait, mon frère le fait », ben, tu sais, ça doit être faisable. Fait qu'il y a cet effet d'entraînement-là au niveau individuel qui est bénéfique aussi lorsqu'on va arriver avec des changements plus drastiques, espérons-le. Merci Claudel. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur cette... Les deux réponses étaient pas mal complètes. Je pense qu'on peut s'inspirer un peu, puis de plus en plus le compare, mais entre les mesures qui ont été faites en santé publique pour la lutte au tabagisme et la lutte au changement climatique, on sait qu'une des mesures les plus efficaces a été l'augmentation de la taxe sur le paquet de cigarettes. Et ça a été une des mesures les plus porteuses pour réduire le taux de tabagisme dans la population générale. Et je pense que ça illustre très bien l'idée qu'il faut créer un environnement où on a des choix sains qui sont plus faciles. Et ça passe de différents niveaux, là, autant au niveau de l'offre alimentaire qu'on fait, de l'offre de déplacement qui est là. Quand le choix facile, c'est la marche, l'autobus, le vélo, les gens vont le faire un peu plus naturellement, mais ça doit faire partie de l'offre d'options. Et il y a une campagne qui s'amorce, là, que j'ai vu passer un petit peu sur les réseaux, mais qui va se déployer dans les prochains mois, mais justement pour que, tu sais, on taxe, ou du moins, on mette un petit peu de l'avant ce qu'on a fait pour le tabagisme, mais face à l'industrie fossile. Et je pense que le parallèle est intéressant, puis il va être... En tout cas, je suis attentive à ce qui va se passer là-dessus dans les prochains mois, mais je pense que c'est une des mesures les plus porteuses qu'on a, justement pour créer globalement un environnement où on va faire des choix qui sont plus sains à la fois pour notre santé individuelle, la santé collective, puis celle de la planète. Super intéressant. Je pense qu'on voit bien la complexité de cette question, pas compliquée, mais complexité au sens de lier entre les différents éléments sont liés entre eux. Je pense qu'on a quelqu'un on a Jennifer qui a une question, ou en tout cas qui a levé la main. Donc, Jennifer, peut-être à vous la parole si vous avez une question. Merci, Gabrielle. Donc, ma question concerne directement la pandémie dans ce moment. Donc, en vue d'une hausse certaine des pandémies et des épidémies à venir dans les prochaines années en raison des changements climatiques, est-ce que vous croyez que le système de santé peut améliorer sa résilience face à cet enjeu-là? Qu'est-ce qu'on peut tirer de la COVID actuellement? Super bonne question. On a parlé quand même beaucoup, en tout cas dans la littérature scientifique, de cette question. Est-ce que une de vous trois veut se lancer sur cette question quand même assez complexe, mais je suis certain que c'est une question que beaucoup de nos participants aujourd'hui se posent. Donc, quelqu'un, je ne veux pas forcer la parole, peut-être Mélissa, est-ce que tu veux te lancer? Je vois que ton micro est ouvert, donc j'en profite. Ouais. Ben, c'est sûr que je suis peut-être trop les deux pieds, les deux mains dedans. Je veux dire, juste avant la rencontre et à midi pile, je dois aller gérer des éclosions dans les écoles. Je vois à quel point c'est difficile pour notre réseau. Il est fatigué, il va pas super bien, notre réseau. C'est sûr que moi, je suis plus dans la santé publique, mais je veux dire, tous les gens qui travaillent dans le dépistage, la vaccination et tout le reste, tous les services ont été affectés. La santé mentale, c'est vraiment, vraiment très difficile. Moi, je pense qu'on n'est même pas en train de se demander, ben, je sais pas qu'on veut pas, mais on peut pas se positionner sur l'après-pandémie puis les apprentissages. On est encore dedans. Je sais pas pourquoi il y a comme cette vision-là. Il y a des gens des fois qui me parlent, ben, après, la vague 4 est terminée, peut-être une vague 5. Je dis, non, elle n'est pas terminée, la vague 4. En tout cas, parlez-en à mon agenda parce qu'elle n'est pas terminée du tout, mais vraiment pas. Elle vous touche peut-être moins parce que vous êtes vaccinés, mais les jeunes, les itinérants du centre-ville et plein d'autres groupes, je vous garantis qu'elle n'est pas terminée. Donc, on en a pour, si on le fait bien, on en a pour des années à apprendre de ça. On n'est juste même pas là-dedans parce qu'on est encore juste en train de lutter à pas baisser les bras, pas tomber au combat. Et ce qui me fait extrêmement peur là-dedans, parce que c'est bien documenté à la suite de différentes catastrophes, entre autres naturelles, naturelles entre guillemets, qui ont pu survenir dans le passé,
cet épuisement-là des troupes, des gens au front, qui est caractéristique de la gestion d'une crise, d'une catastrophe, fait en sorte que souvent, on va avoir ce qu'on appelle un disaster hangover, une écœurantite aiguë en bon français de tout ça, ce qui si bien que la journée où on va nous dire la pandémie, c'est officiellement terminé, moi, ce que je pense qui va arriver, c'est que il y a des gens qui vont dire enfin, je peux me sortir la COVID et la pandémie de la tête, ce qui est tout à fait compréhensible, mais il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut absolument prendre le temps d'apprendre, de faire des débriefs, et pas juste tirer des leçons, mais les appliquer avant que la prochaine crise arrive. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Absolument. Peut-être, Céline, est-ce que vous voulez réagir un petit peu sur ce lien qui est complexe, là, puis Mélissa a bien montré entre pandémie et changement climatique? Je suis tout à fait, je vais répéter encore, je suis tout à fait d'accord avec Mélissa. Puis Mélissa, en fait, a une très grande expérience autant dans la gestion des crises environnementales, catastrophes naturelles et gestion de santé publique. Moi, j'ai vraiment rien à rajouter, là. OK. Claudel, maintenant, peut-être que vous voulez, pour conclure ce sujet difficile quand même. Là, je vais faire du pouce sur ce que Mélissa a dit. Je pense qu'un des enjeux importants qu'on voit en ce moment, c'est l'épuisement à travers l'ensemble du réseau. Là. Les infirmières sont à bout. La semaine passée, ça a été les médecins de famille qui ont dit là, ça suffit de nous taper sur la tête. Là, on a des problèmes d'accès, on le sait, mais en nous disant qu'on n'est pas bon, qu'on est paresseux, c'est pas de même que vous allez régler les affaires. Ces genres de contexte politique global-là, il faut le comprendre, ça impacte directement les individus et des individus qui sont épuisés, qui n'ont pas l'impression que leur travail est compris et valorisé à la juste valeur ou qui sont traités comme des numéros. Ce n'est pas nécessairement des professionnels qui ont une flexibilité pour faire face à des menaces supplémentaires. Et je pense qu'un des enjeux qui nous guette, puis je pense que Mélissa serait mieux placé que moi pour en discuter, mais c'est tous les symptômes d'épuisement qui perdurent, de stress. Il y a des sondages préliminaires qui démontrent qu'il y a des médecins qui ont été au front, et pas juste des médecins, des inhalothérapeutes, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires qui ont été au front dans les premiers mois de la COVID, ont des symptômes de choc post-traumatique. Il faut comprendre que ça impacte la santé, puis on l'a vu de façon similaire avec d'autres événements climatiques extrêmes. Le réseau, en année, est tenu par des humains, là, et ces humains-là ont une capacité qui peut être limitée. Et je pense que de plus en plus, se questionne sur à quel point on va être capable, avec menace après menace, impact après impact, d'offrir les soins qu'on veut offrir. Et je pense que cette disconnect entre ce qu'on veut faire et ce qu'on réussit à être capable de faire à cause de la pression, de la demande qui est augmentée, est un facteur contributeur d'épuisement puis de sentiment qu'on ne fait pas notre job alors qu'on veut la faire correctement. Et je pense que ça, j'ai pas de solution miracle, je ne pense pas qu'il y en a, mais de prendre soin des gens qui sont dans le réseau, ça serait une première étape qui serait pas pire bonne. Merci. Maintenant, peut-être une question de Jacqueline Romano-Toramanian qu'on a invitée, qu'on a laissé, qu'on a permis, à qui on a permis de poser sa question. Donc, Jacqueline, une question pour nos panélistes. Oui, c'est ça, c'est que je pense que nous avons une responsabilité citoyenne, individuelle et collective de nous maintenir en bonne santé à cause des coûts de la santé et tout ça. Alors, est-ce que vous prévoyez des mesures politiques et médicales pour contrer la malbouffe? Aussi, il faudrait dans les écoles là, des cours sur comment se maintenir en bonne santé et parler de notre responsabilité individuelle et citoyenne et collective de nous maintenir en bonne santé. Parce que nous avons beaucoup de chance ici d'avoir la castonguette là et d'avoir les frais médicaux très minimes par rapport à d'autres pays. Et je pense qu'on n'est pas assez responsabilisé là-dessus. Et ça commence par l'éducation. Tout commence dans l'éducation. Alors voilà, est-ce qu'on a des moyens de contrer la malbouffe? Est-ce que des moyens politiques de gérer ça, toute cette malbouffe-là qui nous envahit et qui cause des problèmes sérieux de santé? Merci, Jacqueline, pour cette question, commentaire sur notamment la malbouffe. Est-ce que nos panélistes, on a parlé un petit peu déjà des aspects là, individuels, peut-être, de cette question, mais est-ce que une de vous veut peut-être aborder là, certains éléments de la question de Jacqueline, notamment peut-être la malbouffe ou autre élément? Mélissa?
Mais j'ai pas vu si d'autres personnes ont levé la main, mais ben, je trouve ça intéressant parce que, un petit peu comme mes collègues disaient aussi dans le cadre de leur présentation, ben, tout est dans tout. Là. Encore une fois, je sors mon gros québécois le matin, mais la façon dont on a de s'alimenter, la façon dont on a de se déplacer, de se mobiliser en termes de transport, là, tout ça a historiquement été mis en lien avec la promotion des saines habitudes de vie, la lutte aux maladies cardiovasculaires, à l'obésité, tout ça. Puis ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'on peut vraiment faire d'une pierre deux coups. Moi, je trouve ça encore plus fort comme message de dire, par exemple, pour la malbouffe, l'inverse de la malbouffe serait de manger des aliments évidemment beaucoup plus santé. Donc, qui dit santé dit fruits et légumes, les produits du marché, les produits locaux, les produits moins transformés. Et tout ça revient à, entre autres, faire sa part pour lutter contre les changements climatiques, moins de viande. Donc, historiquement, la viande rouge, c'était pas bon pour les problèmes de santé qui en découlent. Mais là, ce qu'on dit, c'est que c'est aussi moins profitable ou ça génère des gaz à effet de serre. Donc, je trouve ça intéressant de reprendre un peu ces messages-là et au lieu de mettre l'argument uniquement pour ta propre santé comme individu, il y a ça et en plus, s'ajoutent les enjeux un petit peu plus planétaires, une petite affaire de plus. Donc, ça répond pas vraiment à votre question, mais moi, je vois vraiment un lien entre les deux. Puis si c'était important de le traiter avant, mais c'est juste doublement, triplement plus important dorénavant. Merci beaucoup, Mélissa. Je propose qu'on étire peut-être une ou 2 minutes, si ça vous va. On a une question très intéressante de Laure Pérez. Et évidemment, les panélistes, si jamais vraiment vous devez quitter, vous pouvez quitter et simplement, on va continuer juste 1 ou 2 minutes. Peut-être juste une dernière question. Laure Pérez, dans un contexte de pénurie et d'épuisement de la main-d'œuvre dans le réseau de la santé, une démarche environnementale est quand même difficile à intégrer dans les organisations. Je pense que la question est un peu plus peut-être pour Claudel, là, mais c'est assez difficile à mettre en place. Comment on peut y faire? Comment on peut répondre à cette problématique? Laure, je suis désolé, j'ai lu là, la question pour vous. Donc, Claudel, comment on peut répondre à cette question, à ce défi finalement? C'est une excellente question, puis je ne le cacherai pas. Oui, c'est un défi. Et ça va être un défi, mais je pense qu'à un moment donné, ça doit devenir une priorité en raison des impacts potentiels bénéfiques. Je pense aussi que de se mobiliser dans une démarche qui est positive, ça peut faciliter la mobilisation sans nécessairement ajouter un fardeau. Donc, ça, on est capable de dédier des équipes spécifiques là-dessus pour qu'il y ait un plan d'action clair, que ça soit communiqué efficacement, plutôt que de dire, c'est un peu à monsieur, madame, tout le monde, chaque professionnel de faire sa part. Je pense que si on réussit à créer un environnement qui le fait de façon intégrée, ça va être porteur. Ce qu'on apprend en direct de la démarche du réseau anglais, c'est que, avoir l'équipe pour le faire, ça fonctionne, mais c'est que ça mobilise positivement les gens. Puis je pense que c'est le genre de projet qui est positif, que certains font de façon bénévole en ce moment dans les établissements de santé, mais que si on le fait de façon encadrée, on pourrait aller chercher les actions les plus efficaces puis voir les impacts les plus directs. Donc, je réponds plus dans une espèce de contexte d'ambiance, qu'est-ce qu'on veut créer comme environnement de travail, mais je pense que c'est un projet qui est porteur, qui est positif et il y a l'appétit pour ça, mais j'en conviens que c'est difficile. Puis je ne m'attends pas à ce que demain matin, il y ait une stratégie déployée dans l'ensemble du réseau. On a de la misère à uniformiser le réseau. Fait que je sais que demain matin, on n'aura pas nécessairement le changement qu'on veut, mais je pense que de mettre la table pour ça, ça serait quelque chose qui serait positif, puis je pense vraiment, vraiment bien accueilli. Merci beaucoup, Claudel. Et désolé, Laure, je vous ai volé la parole parce que je ne vous voyais pas dans mon panneau de contrôle, mais maintenant je vous vois. Mais merci beaucoup pour votre question. Donc, ça clôt notre événement. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier les panélistes. Merci beaucoup d'avoir participé à cet événement. C'était extrêmement intéressant et c'est une preuve, je pense, de l'importance de la santé dans la lutte au changement climatique. Le seul fait qu'on ait pu organiser cet événement, qu'on ait eu des participants, qu'il y ait eu de très bonnes questions. Je remercie aussi les organisateurs et je remercie évidemment les participants. Cette conférence va être également disponible sur Internet en vidéo. Donc, elle sera consultée évidemment par beaucoup de personnes. Donc, merci à tous. Et évidemment, restez au courant de l'ensemble des activités là, qui sont organisées dans le contexte de la COP
et évidemment là, des activités précisément des dialogues là, pour le climat. Donc, merci à tout le monde et à la prochaine.